Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer le webinaire dans quelques instants. On va laisser les derniers participants nous rejoindre et on démarrera. Bonjour Allô? Jean. Bonjour. On est en direct. On se laisse une petite minute, le temps de laisser les autres participants nous rejoindre et on va démarrer. D'accord. J'ai une connexion qui est instable, donc je profite de cette minute pour te demander si vous m'entendez bien. Pour l'instant, on t'entend très bien et on te voit très bien. Bon, alors tout va bien. On a une petite vingtaine de participants pour le moment et on va se laisser une minute. Superbe. Est-ce que tu envisages de présenter des documents? Pour l'instant, on aura uniquement cette slide introductive pour t'introduire, mais pas d'autres documents. D'accord. OK. On démarre à 33 dans quelques secondes. Très bien, il est 12h33, je vous propose qu'on démarre. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Alors, ce webinaire qu'on organise avec Jean, qui se présentera dans un instant, s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a entamé la semaine dernière en présence de Noël Boza, le cofondateur de Zeil. Et ces webinaires ont pour objectif de venir décrypter cette nouvelle directive européenne dont on va longuement parler aujourd'hui, la CSRD, qui évidemment est sans doute l'une des directives les plus importantes des dernières années et qui impacte évidemment toutes les professions de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle s'adresse aussi bien à des personnes qui sont en poste sur des métiers de RSE ou des métiers en charge du reporting extra-financier des entreprises, que les consultants qui également ont intérêt à se saisir de cette nouvelle directive qui va impacter leurs clients actuels ou futurs. Donc à nouveau, merci à toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc je vais dans quelques instants donner la parole à Jean qui se présentera et qui expliquera un petit peu le travail et les missions qu'il a pu conduire auprès d'entreprises, notamment des PME ETI en matière de RSE et de CSRD. Mais je souhaitais d'ores et déjà commencer par présenter très brièvement Indigo, donc qui est l'école qui organise ce webinaire, et vous annoncer que dans quelques semaines, et les inscriptions sont déjà ouvertes aujourd'hui, mais dans quelques semaines, on lancera notre programme dédié à la CSRD, qui s'adressera aussi bien, donc, comme je le disais, à des responsables RSE en poste qu'à des consultants. L'objectif de ce programme, c'est de vous donner finalement toutes les clés pour bien comprendre cette nouvelle directive et de bien saisir finalement toutes les compétences nécessaires pour mener et évaluer des projets de développement durable au sein d'organisations. Donc, c'est un programme qui sera sans nul doute le plus complet aujourd'hui sur le marché en termes de programme de formation. Il représentera 80 heures de formation durant lesquelles les apprenants pourront découvrir un petit peu cette nouvelle directive, comprendre tous les concepts clés afférents, que ce soit la double matérialité, l'analyse d'écart ou encore toutes les directives aussi qui sont connexes à cette directive européenne. Et l'objectif, c'est de vous rendre opérationnel pour que vous puissiez, au sein même de vos organisations respectives ou auprès de vos clients, de pouvoir les accompagner dans ce nouveau changement réglementaire qui, encore une fois, va être évidemment très important et va concerner plus de 50 000 entreprises à l'échelle européenne. Donc, c'est un enjeu crucial pour les entreprises de toute taille qui sont concernées par cette nouvelle directive. Donc, je vous invite évidemment à vous pencher un peu sur ce programme que l'on lance en partenariat avec de nombreux experts, dont Jean, qui témoignera dans un instant. Et avant de lui laisser la parole, je souhaitais vous poser une première question. Donc, vous allez voir apparaître dans le chat un petit sondage que je vous invite à remplir. C'est parti. On se laisse une petite minute. Donc, ce sondage me permettra de mieux comprendre un peu vos intentions, de savoir est-ce que vous envisagez de vous former ou est-ce que vous venez plus par curiosité sur cette nouvelle directive. Donc, je vous laisse compléter.
Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai de les poser également à Jean. OK. Allez, plus que 20 secondes. Allez, 5 secondes et on va clore le sondage. Et c'est parti. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont répondu. Donc, je note qu'à peu près une personne sur deux envisage de se former sur la CSRD et la RSE en général, et que l'autre moitié n'envisage pas de se former à court terme. Merci à toutes et tous. On va donc démarrer et je vais commencer par une question très simple, Jean. C'est est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es? Je suis Jean de Sigy, j'ai fondé un cabinet au départ de conseil en contrôle de gestion, c'était il y a 10 ans, et ce cabinet est, je pense, le reflet des évolutions actuelles, puisque nous sommes en train de pivoter et de nous mettre de plus en plus sur la norme CSRD, car il y a de fortes demandes de nos clients. Nous intervenons pour des clients de BPI France, nous sommes habilités comme consultants dans le vivier BPI France, et pour 2/3 de notre chiffre d'affaires pour des clients privés en contrôle de gestion, trésorerie, mise en place de structures financières. Donc vous voyez un départ très financier, comptable et contrôle gestion, mais qui migre vers le développement durable. Merci beaucoup, Jean. Une autre question basique pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire de la semaine dernière. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette directive européenne, la CSRD, et nous expliquer en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'elle recouvre et quel impact ça va avoir sur les entreprises? Alors, cette directive répond à une demande des populations européennes, ce que nous avons abordé la semaine dernière de manière approfondie, parce qu'il y a une forte attente du public pour un engagement réel des autorités, des pouvoirs publics et des entreprises en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. Cela se traduit par une attente aussi du marché, donc il y a une importance commerciale pour les entreprises. Et l'Union européenne a écouté et décidé de mettre en œuvre une réglementation très spécifique pour que l'ensemble des acteurs s'engagent dans le développement durable. Donc la CSRD commence par déterminer un périmètre en indiquant à qui elle s'adresse. Ce sont les petites entreprises et les grandes entreprises. Et puis ensuite, elle détermine comment ce reporting doit être établi, avec quels outils et comment il doit être validé, puisque un critère très important pour l'Union européenne est que les données soient comparables. Donc la publication est normalisée pour qu'on puisse avoir la même manière de présenter et de faire dans une petite et une grande entreprise, en Allemagne, en Italie et en France, etc. Alors, c'est justement l'un des points sur lesquels on est longuement revenu la semaine dernière et l'un des grands bénéfices de cette directive, c'est de standardiser, comme tu l'as très bien dit, d'avoir des indicateurs comparables, évidemment à secteur équivalent, à taille d'entreprise équivalent, mais de pouvoir potentiellement comparer une ETI française à une ETI allemande en fonction du secteur d'activité dans lequel elle intervient. Une troisième et dernière question basique pour vraiment que l'ensemble de nos participants soient à peu près au même niveau d'information. On a très bien compris donc qui tu étais, on a compris quelle était l'intention derrière cette directive CSRD. Est-ce que tu peux revenir sur les concepts phares de cette directive, notamment les normes SRS, la double matérialité, l'analyse d'écart, et nous donner quelques clés de définition pour qu'on puisse ensuite arriver sur des questions un peu plus spécifiques concernant ton profil? Oui, alors, la première caractéristique qui est exprimée par notre panel de clients, c'est la complexité. Et c'est une complexité apparente. Donc, je pense que les webinaires comme ceux que vous faites, les formations sont très utiles pour montrer qu'en fait, on peut, surtout en 2026, l'année prochaine, 2025 et 2026, adopter une démarche simple. Il faut vraiment dédramatiser ce sujet. Donc, on a une directive qui s'appelle la CSRD, qui a institué un organisme qui s'appelle l'EFRAG. Et cet organisme décline le concept de CSRD pour le rendre accessible au public et à toutes les entreprises. On a effectivement, dans cette déclinaison,
3 éléments importants à retenir. Tu en as cité 2, les ESRS et la double matérialité. Il en existe un troisième qui est la taxonomie européenne. Alors, pourquoi je cite la taxonomie européenne? Parce qu'elle est très simplificatrice, elle permet d'avoir les idées claires. La taxonomie européenne donne 6 champs et explique ce que veut dire être conforme au développement durable. Être conforme au développement durable est un concept. Et quelqu'un qui trie qui trie dans sa cuisine ses différents déchets va penser être développement durable. Une grande entreprise qui pollue peut penser à développement durable parce qu'elle aura mis en place des choses. Et on voit que dans les 2 exemples très basiques que je prends, les situations sont différentes. Donc, pour simplifier, la taxonomie européenne donne 6 champs. Et sur ces 6 champs, explique ce que, selon l'Europe, signifie être conforme au développement durable. Et en fait, c'est assez simple. Il faut sur 2 champs avoir une démarche proactive et il ne faut avoir d'impact négatif sur aucun des champs. Donc, se mettre dans une démarche de développement durable, c'est d'abord choisir 2 champs sur lesquels on va travailler de manière proactive et vérifier sur ces 6 champs que l'on n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Et voilà la taxonomie qui vous permet d'avoir une vision un petit peu claire. Je prends 6 champs, j'en choisis 2, je les considère comme prioritaires et je mets en place quelque chose pour vérifier qu'il n'y a aucun des autres champs que je ne dégrade. Ensuite, le deuxième point, c'est les ESRS. Donc les ESRS sont les European Standards for Reporting, for Sustainable Reporting, et ce sont donc, comme le nom l'indique, des standards. C'est-à-dire que ce sont des normes qu'a édité l'EFRAG et qui expliquent comment s'y prendre pour mettre en place la CSRD, donc pour répondre à l'obligation de reporting que donne l'Europe. Et ces ESRS, elles aussi, ont un caractère simplificateur qui est bienvenu. Il y a 3 familles de ESRS à retenir. Il y a d'abord les ESRS génériques, qui sont au nombre de 2, le SR1 et le SR2. Ensuite, il y a des ESRS par thème et des ESRS spécifiques. Je mets de côté les spécifiques, elles ne sont pas encore sorties. Donc, il reste le SR1 et le SR2 et les ESRS qui sont par thème. Il y a 12 thèmes. Il y a d'abord une cohérence à montrer entre l'ensemble de ces textes, puisque dans les 12 thèmes des ESRS, il y a en fait 6 thèmes qui sont ceux de la taxonomie. Donc, c'est le développement durable en tant qu'impact sur l'environnement. Et il y a 6 thèmes qui s'adressent à la société et au corps social de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc l'environnemental, c'est la taxonomie, 6 ESRS, et ensuite le social, c'est 6 autres réglementations, 6 autres standards qui expliquent ce que l'on peut faire et ce que l'on doit respecter. Avant de rentrer dans ce détail des 12 ESRS, je vais vous parler de la 1 et de la 2, puisque c'est les plus simplificatrices, c'est les premières à lire. En fait, elles expliquent le concept de la CSRD. Donc la 1 explique comment s'y prendre pour mettre en place son reporting. Et donc, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelle est la première étape pour une entreprise qui souhaite se conformer à la CSRD? La réponse, c'est lire le SR1. Et le SR2 va poser des concepts, va montrer, être un peu didactique et pédagogique pour expliquer des concepts importants de la CSRD, du reporting sur le développement durable. Et là, il y a le troisième pilier dont tu parlais, Christophe, qui est la double matérialité. Et en fait, la double matérialité, c'est le cœur de la démarche. Donc, je vous rappelle, un référentiel simple, 6 champs au titre de l'environnement, c'est la taxonomie européenne, des normes qui sont plutôt bien écrites par les FRAG, qui se décomposent en 2 normes génériques qui expliquent comment faire et 12 normes qui s'adressent aux différents champs. Et enfin, une démarche initiale qui s'appelle la double matérialité. Et pour l'expliquer en quelques mots, cela consiste à prendre l'entreprise et à d'abord regarder en quoi elle est impactée par le développement durable. Puis ensuite, de reprendre l'entreprise et regarder en quoi elle impacte le développement durable. Alors l'exemple que je prends souvent, c'est celui de la station de ski. Pourquoi? Parce qu'on trouve les 2 éléments dans une station de ski. Tout entrepreneur qui se pose la question en quoi j'impacte l'environnement va assez rapidement. En quoi je suis impacté par l'environnement, par la fonte des glaces sur le pôle Nord, par la régression des glaciers dans les Alpes,
par la raréfaction des insectes dans les forêts françaises. Si vous produisez du plastique pour l'automobile, vous vous dites bah, je ne suis pas très impacté. Il faut regarder avec attention. L'exemple de la station de ski est illustratif. En quoi une station de ski est-elle impactée par les effets du développement durable? Tout simplement par la fonte de la neige. Si dans 10 ans, 15 ans, il n'y a plus de neige à 1500 mètres, on a sans doute une trentaine de stations de ski françaises qui fermeront l'hiver. Et dans ce cas-là, c'est leur vie même qui est en jeu. Et de ce fait, on arrive à une question qui est comment mesurer, mettre sur une échelle l'impact du développement durable sur notre entreprise. Puisque là, on voit qu'on est dans une échelle de 0 à 100. La station durable existe ou n'existe plus. Et là, la méthode est assez claire, c'est en fait de mettre un impact financier. C'est pour ça qu'on parle à la fois de double matérialité et quelquefois d'impact financier du développement durable. Parce qu'en fait, pour résister, la station de ski va développer d'autres activités. On peut imaginer se transformer en terrain de golf, implanter une piscine, que sais-je. Ça veut dire des investissements. Et donc, on va commencer à regarder en termes financiers l'impact du développement durable sur le modèle économique de l'entreprise. Voilà pour gérer l'ordonnée de cette matrice. Et là, vous voyez que la station de ski a un impact très faible sur l'environnement. On ne peut pas dire qu'elle pollue énormément. En plus, elle est fermée 6 mois par an. Mais elle est en revanche fortement impactée. Donc, elle est complètement à gauche de la matrice. Maintenant, sur un autre aspect, on va voir que le point va se déplacer. Vous êtes toujours dans une station de ski. Vous considérez en quoi la station de ski influe sur l'environnement et vous constatez que maintenant, les stations de ski ont toutes des canons à neige. Les canons à neige, ça veut dire des réserves d'eau en altitude. Donc, des barrages, des canalisations et du matériel qu'il faut acheter. Est-ce que ça a un impact sur le développement durable, sur l'environnement? Oui, d'ordre 1, puisque toute l'eau qu'on retient en altitude pendant des mois ne va pas aller dans les nappes phréatiques. Et donc maintenant, on commence à voir en aval des impacts sur les industries qui sont dans la vallée de l'Arve ou sur les agriculteurs qui seraient dans le Grésivaudan, puisque leur ressource en eau se raréfie un petit peu. Et donc, on commence à mesurer une double matérialité dans laquelle la station de ski est impactée par l'environnement, impact très fort dans un sens, et c'est la fonte des neiges, et elle impacte l'environnement, un impact relativement fort sur l'environnement, c'est la gestion de l'eau. Et elle est ainsi amenée à déterminer quels sont les champs d'action très précis sur lesquels elle peut avoir un effet de levier. Et vous voyez que cette matrice de double matérialité est très intéressante puisqu'on parvient à placer dans une matrice des effets différents au sein d'une même entreprise, mais on permet aussi de bâtir un modèle économique spécifique à l'entreprise, tout en utilisant la même méthode. Si j'étais dans une industrie pétrolière ou une industrie de pièces plastiques, il est évident que la fonte des neiges n'entrerait même pas dans le spectre, mais il y aurait quand même une double matérialité avec peut-être la question du caractère recyclable du plastique. Et donc, on a une matrice intéressante parce qu'elle est commune à toutes les entreprises, tous les secteurs. Le raisonnement est commun à tous les acteurs à l'échelle de l'Europe, mais elle est adaptable à chaque cas particulier. Voilà, j'étais un peu long, mais j'ai répondu sur ces trois. C'était très éclairant. Merci pour cette analogie avec la station de ski. Ça a le mérite de bien comprendre un peu la mise en application de la double matérialité. Merci beaucoup. Alors, tu le disais, maintenant, si j'entame un peu les premières questions que j'avais préparées pour toi, la première étape pour une entreprise qui veut se mettre en conformité avec la CSRD, tu l'as dit, c'est de regarder le SRS 1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis une ETI française. J'ai tout au plus une personne en charge de la RSE dans mon entreprise. Comment je me mets en ordre de marche pour me mettre en conformité avec la CSRD? À partir de quand dois-je être en conformité? Est-ce que c'est dès 2025, dès 2026? Et comment je m'organise en interne pour faire avancer le sujet? Est-ce que je confie tout à mon responsable RSE? Est-ce que je missionne plutôt mon directeur, ma directrice financière? Comment je procède et quelles sont un peu les différentes étapes? Alors, je me permets d'être un peu ironique. Si tu as déjà un responsable RSE, tu n'es plus à la première étape. Donc, je vais repartir bien avant. Et en fait, pour répondre à ta question, on s'est permis d'interroger notre panel de clients. On a fait un petit sondage en amont et on a regardé ce que répondaient les directeurs financiers eux-mêmes. Ça évite d'avoir la réponse du consultant, on a les réponses des entreprises. Et voici la réponse synthétique, c'est de lire plusieurs avis différents sur les dimensions de cette nouvelle exigence. Donc déjà, se préparer à lire. Et effectivement, il y a beaucoup de textes. Ensuite, l'enjeu, c'est d'appréhender les conséquences sur le travail requis.
le nombre de journées hommes, le nombre de gens impliqués, la nécessité éventuelle d'une aide extérieure. Et là, on a constaté que nos clients, en général, avaient suivi une formation. Donc, ça peut être une formation en présentiel, dans des cabinets d'audit, on propose sur 2-3 jours, ou une formation en distanciel, et c'est l'excellente offre que vous êtes en train de construire avec Maria School et Indico, qui peut répondre à une demande moins lourde, puisque par des webinaires ou par des formations distancielles. Donc vraiment, se former avec comme objectif de mesurer l'étendue du travail à remplir. Et là, j'ai répondu à mes clients qu'il y avait encore une étape précédente, c'était de vérifier qu'on était soumis. C'est tout bête, mais la CSRD commence par définir des seuils. Donc il faut regarder les seuils des entreprises et vérifier que vous êtes soumis. Parce que si vous n'êtes pas soumis, vous avez un peu de temps devant vous. Il ne faut pas ne rien faire, mais vous avez un peu de temps et un peu de souplesse. Alors, qu'est-ce que être soumis et à partir de quand? Ça fait partie de ta question. On est soumis depuis le 1er janvier 2024. Donc, la CSRD, c'est déjà en cours. Et il faut commencer à publier en 2025 sur les comptes 2024. Donc déjà, il y a un périmètre de temps s'apprêter à publier en 2025. Comme la publication des états financiers, c'est entre le 1er et le 30 juin, on voit qu'on a à peu près 9 mois pour s'y mettre. Et là, chez mes clients, il y a un effet falaise très fort, une grosse inquiétude qui se génère. Est-ce que je serai prêt? On approche en plus de la fin de l'année 2024. La réponse est oui, parce que si vous faites simple, vous pouvez mettre en place un processus CSRD en quelques semaines. Donc là, il faut vraiment rassurer, et je pense que c'est peut-être une des originalités de l'approche que vous avez chez Indigo, c'est que vous cherchez à être rassurant, alors que souvent, on peut trouver des experts qui cherchent à être inquiétants, avec une idée derrière la tête peut-être. Nous, on va vous rassurer. Si vous vous y prenez bien, ça peut être fait en quelques semaines, avec quelques règles. Il faut à ce moment-là être astucieux. Voilà sur le périmètre de temps. Ensuite, il y a un périmètre de taille, et vous trouverez deux seuils, un seuil à 40 millions d'euros et un seuil à 50 millions d'euros. Ça commence à se complexifier, et c'est là où vous voyez qu'il est utile d'être formé, puis peut-être un petit peu guidé. En fait, il y a un seuil à 40 millions d'euros qui est dans la directive européenne qui a été publiée en 2022. Mais cette directive définit non pas des seuils, mais des tailles d'entreprise. Il y a ce qu'ils appellent les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et le seuil a changé entre 2022 et 2023. Il est passé à 50 millions. Donc le seuil d'aujourd'hui est de 50 millions. On l'a vérifié, on a lu les décrets d'application. Ils sont disponibles si vous le souhaitez. Les décrets d'application sont très clairs et mentionnent en toutes lettres que c'est le seuil de 50 millions qui définit désormais une moyenne entreprise en France. Et il est mentionné en toutes lettres que cela s'applique pour la publication des comptes et des obligations liées à l'environnement durable. Donc le décret français est très clair, il date de 2024. Donc si vous ne faites pas 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas assujetti en termes réglementaires. En revanche, attention, je vous mentionnais les 12 champs de l'ECRS, avec 6 champs environnementaux et 6 champs qui concernent le social. Mais dans le social, il y a l'environnement économique, donc la supply chain. Et donc vous pouvez être une PME de moins de 50 millions, mais être dans la supply chain d'un groupe supérieur à 50 millions. À ce moment-là, ce n'est pas l'Europe qui va vous demander un reporting, mais c'est votre client. Ouais. Et là, l'enjeu est énorme, parce que si vous ne répondez pas à votre client, à un moment donné, il va se retrouver lui-même en difficulté, donc il va avoir tendance à privilégier vos concurrents qui sont peut-être, eux, capables de leur répondre. Voilà sur les normes. Donc l'application... Ce point est très intéressant, Jean. On a soulevé ce sujet la semaine dernière. Qu'en est-il des entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD, mais qui sont sous-traitants, fournisseurs pour des entreprises qui le sont? Donc, ce que tu dis là, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une obligation législative de faire donc du reporting CSRD, mais en réalité, c'est plus une obligation commerciale si, évidemment, on ne répond pas aux attentes, aux demandes d'information de mon donneur d'ordre, qui dans ce cas de figure est un grand groupe, admettons, on risque du coup de perdre le contrat, de perdre le marché et d'avoir un donneur d'ordre qui va se reporter sur des entreprises qui ont, des fournisseurs qui ont ces informations. C'est bien ce que tu nous dis. Alors oui, et tu me permets de rebondir sur ce que font certains de mes confrères qui interviennent chez Indigo.
qui sont des consultants RSE et pas CSRD, parce que tu vois qu'on commence à partir du reporting, donc de l'obligation réglementaire et des chiffres qu'il faut mettre dans des cases dans Excel, donc quelque chose qui est peut-être un petit peu fastidieux, en tout cas dans la représentation mentale qu'on s'en fait, vers une utilité, puisque c'est aussi une utilité commerciale. Et derrière, assez vite, on va aller voir une utilité qui n'est pas que commerciale, mais aussi marketing et d'image. Et dans la formation Indigo, on prend 3 groupes, on prend Accor, L'Oréal, Adeos, 3 groupes qui sont, eux, alors dans une autre norme qui est la NFRD, qui est une norme plus ancienne, de 2014, mais qui communiquent au départ parce qu'ils y sont obligés par cette réglementation, mais qui maintenant en font un axe de développement. Et qui n'est pas allé dans un Ibis sans voir quelque part une affiche disant ne prenez pas d'eau mais une gourde, nous n'avons plus de bouteilles en plastique, ne jetez pas votre plastique, etc. C'est dans les ascenseurs, donc ça devient une communication de terrain de ce grand groupe qui est Accor. Donc il y a une notion commerciale, je dois être conforme aux attentes de mon client qui est un grand groupe au titre de la supply chain, on est encore dans le technique, on arrive dans le marketing et l'image, mais une fois qu'on est là, on peut aussi commencer à penser au greenwashing. Oui, d'accord, alors on a une image pour être beau sur la photo et pour convaincre, mais en fait, ça va bien au-delà. Quand on lit le rapport de L'Oréal, on se rend compte de tout ce qu'ils font en matière de développement durable. C'est pas superficiel. Ils ont des écoles, ils ont des programmes de formation pour l'ensemble de leurs collaborateurs, ils s'impliquent dans des associations, et ils s'engagent réellement. Et là, on voit qu'il y a une dimension citoyenne de l'entreprise qui est de plus en plus prise en compte par les entreprises. Donc, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est en tant que membre d'une entreprise, même une PME, en quoi je m'implique pour la planète. Très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est un enjeu de taille puisqu'on a face à nous donc des personnes qui sont soit en poste sur des fonctions RSE ou sont actuellement consultants RSE, par exemple. Et donc, c'est très important de comprendre comment des entreprises qui, a priori, ne sont pas soumises à la CSRD en sont quand même impactées. Une deuxième question pour toi, Jean. Tu l'as dit, tu interviens auprès d'un grand panel d'entreprises, de dirigeants d'entreprises, mais notamment en particulier des PME et des ETI. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle différence il peut y avoir entre une PME ETI et un grand groupe lorsqu'il s'agit d'intégrer la CSRD? Tu l'as dit et je reviens sur ce que tu as dit, sur le fait que ça pouvait être mis en place en quelques semaines, tout du moins le chantier CSRD pouvait être mis en place en quelques semaines. Quelle différence tu vois en matière de challenge, d'obstacles pour des PME ETI versus des grands groupes? Alors, on a déjà abordé le premier challenge, c'est de comprendre la dimension reporting. Parce que l'un des sujets des PME, c'est la ressource, aussi bien matérielle que humaine. On n'a pas beaucoup de monde dans un codir, donc celui qui va commencer à regarder ce qu'est le reporting CSRD va devoir y consacrer du temps. Donc, il faut penser une ressource temps. Ensuite, on est un peu seul, donc il n'y a pas 3 experts sur le sujet comme dans un très grand groupe. De ce fait, la compréhension va être un petit peu malaisée. Il ne faut pas hésiter à se former et à aller chercher, je dirais, quelques éléments méthodologiques ou de concepts. Ensuite, il faut faire comprendre ces enjeux de durabilité pour l'entreprise. Et là, le pilote va se retrouver avec la nécessité de dupliquer auprès de ses confrères. Le CODIR a nommé un responsable RSE parce que c'est obligatoire pour l'an prochain. Oui, mais tout le CODIR est concerné. Et le directeur opérationnel qui a toute l'usine à piloter va peut-être pas en être conscient, va pas forcément tout de suite avoir accordé son oreille et son écoute à celui qui, dans le CODIR, est responsable. Or, il y a des impacts en RH, il y a des impacts en opérationnel, des impacts en marketing, on l'a dit, des impacts commerciaux, et puis un impact en stratégie. Donc, un impact qui concerne tout le CODIR. Et là, c'est la partie importante, mais aussi extrêmement intéressante et riche de la démarche pour la PME, c'est qu'en se positionnant sur ce sujet de développement durable, elle va venir regarder sa double matérialité dont on a parlé, mais en fait, elle va commencer à analyser ses forces et ses faiblesses. Et en analysant ses forces et ses faiblesses, elle va être amenée à revoir sa propre stratégie, pas la stratégie durabilité, pas ma stratégie développement durable, ma stratégie pure. Et donc, le CODIR va devoir se mettre en œuvre, en mouvement, pour repenser, faire une réflexion de fond. Là, il y a un enjeu, c'est comme tu as prononcé ce mot-là, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte,
parce qu'il va falloir le faire, alors que dans une PME, on est souvent en train de courir derrière le temps et les clients, et on n'a pas forcément le temps de se poser pour réfléchir à la stratégie souvent. Là, il va falloir le faire. Et c'est aussi une opportunité, parce que comme on n'a pas le temps de le faire, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être 3, 4, 5 ans qu'on n'a pas reposé la stratégie en CODIR. Et bien là, je pense qu'en 2024, fin 2024, 2025, l'ensemble des PME ont un gros intérêt à faire une journée au vert avec le CODIR, avec comme thème quelle est notre stratégie à l'aune de la CSRD et du développement durable. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un exemple concret, précis, d'une mission que tu aurais réalisée auprès d'un client, sans forcément divulguer évidemment le nom de ce client, mais et nous cheminer un petit peu les différentes étapes par lesquelles tu as passé, notamment ce travail un peu de pédagogie auprès du CODIR et comment ça a ruisselé ensuite tout au sein de l'entreprise et en matière de stratégie aussi, puisque tu le disais, la mise en place de ce reporting extra-financier dans le cadre de la CSRD n'a pas que des conséquences sur évidemment la stratégie RSE de l'entreprise, mais sur sa stratégie tout court. Oui, alors on a un exemple qui nous plaît beaucoup parce que c'est une entreprise dans laquelle on a été acteur pendant 2 ans et qui illustre bien la mutation qui s'effectue dans les PME. Parce qu'on est rentré chez eux en mettant un tableau de bord en place, un tableau de bord classique pour mesurer la performance. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des impératifs dans l'usine, il fallait piloter les indicateurs opérationnels de manière plus précise. Donc, on a mis en place un ERP. Il n'y a aucune durabilité là-dedans. Ce n'est pas du développement durable. C'était une mission financière. La première était il y a 4 ans. L'entreprise a été en forte croissance. Elle faisait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires avant le Covid, quasiment zéro pendant le Covid, 4 millions l'année d'après, 8 millions l'année d'après, 15 millions l'année dernière, et nous visons 45 millions. Donc, une entreprise en forte croissance. Aucun enjeu RSE là-dedans, ce n'est pas de la durabilité. Et c'est plutôt le RP qui nous y sert et la mise en place de forces commerciales. Mais première chose, on a commencé à recruter une RH. Et là, il y a une première étape qui peut ressembler déjà à du reporting, c'est qu'on a mis avec Silae en place. On est nombreux à connaître Silae. Et Silae a des éléments de statistiques, un embryon de statistiques, notamment les rapports hommes-femmes. Le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes, le nombre de femmes dans le CODIR, le nombre de femmes dans les équipes, voilà, des éléments de ce type-là sur l'équilibre des genres. Pourquoi pas, c'est un début. Mais, et donc, une dimension RH qui a commencé à s'introduire. Et puis là, comme on est en croissance, on a cherché à lever des fonds. Il nous fallait, on va dire, pour une PME, construire une usine, c'est entre 5 millions de capital et 15 millions avec du mix entre du capital, de la dette, du crédit bail. Pour faire simple et pour couvrir un spectre large de cas. Ça n'est pas du développement durable. Mais comment fait-on pour lever tous ces fonds-là? Et là, on commence à rentrer dans le développement durable, puisque nos interlocuteurs ont été des fonds impact, et on commençait à nous parler article 8, article 9. Alors autant vous dire qu'on ne savait pas ce que c'était. Et voilà comment on est entré dans le développement durable, par l'article 8 et l'article 9, dans une réunion avec quelqu'un qui nous parlait de quelque chose. C'était la planète Mars pour nous. Nous, c'était vraiment des industriels de la bonne industrie. Et voilà comment les PME rentrent petit à petit. C'est par les financiers, en fait. Et là, c'est les fonds. L'article 8 et 9, ce sont en fait 2 articles très importants d'une norme qui s'appelle la SRDF, qui définit uniquement pour les organismes financiers les structures de portefeuille qu'elles doivent avoir. Mais néanmoins, ce reporting est contraignant pour eux, puisque si leur structure n'est pas conforme aux normes de l'UE, ils ne peuvent pas lever de fonds auprès de l'Union européenne. Donc, de plus en plus d'organismes financiers font très attention à être article 8, article 9. Et finalement, par écho, ça a un impact sur les industries. C'est là où on revoit à nouveau cet effet de la supply chain dont je parlais. Parce qu'on est en dessous des 50 millions, hein, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on a dû regarder l'article 8, l'article 9, les comprendre les enjeux pour nos interlocuteurs. Et là, on a compris qu'il fallait qu'on mette en place un reporting, en fait, un tableau de bord, pour expliquer en quoi on était conforme au développement durable. Et là, on s'est mis dans la démarche, pas du tout pour des questions réglementaires, hein, je leur dis, on est en dessous des seuils, mais pour pouvoir lever des fonds. Et on l'a fait en 3 semaines. Comment on s'y est pris? On a pris, pareil, alors là, pour le coup, on parlait des défis des entreprises, des PME qui ont peu de moyens, mais elles ont aussi une chose qui est un gros atout des PME françaises, c'est d'être réactif. Donc là, on s'y est mis, le CODIR s'est réuni une après-midi, on a pris la taxonomie, on a pris les 6 champs. C'est pas très long de voir que, en fait, on consomme beaucoup d'eau et il y a
un des champs de la taxonomie qui est la préservation des ressources en eau de la planète. Donc on s'est dit, c'est ça qu'on rend prioritaire. Deuxième, c'est recyclabilité. On s'est rendu compte qu'on jetait à peu près 2 tonnes de matière par mois. Donc on s'intéressait à la recyclabilité. Et puis ensuite, on a décliné les différents champs en restant sur nos 2 domaines. Donc on ne s'est pas intéressé au plastique, on ne s'est pas intéressé à la pollution atmosphérique, on s'est intéressé à l'eau et la durabilité et la recyclabilité. Mais on l'a bien fait. Et on est remonté sur les supply chains. Les supply chains, c'est une entreprise qui travaille à partir du coton. Le coton se plante en Inde. On a pris un avion et on est allé voir le village d'où venait le coton. Pour réaliser que là-bas, il y avait des démarches de développement durable et qu'il y avait du coton bio et du coton pas bio. Et là, pour le coup, il a fallu qu'on conçoive toute notre supply chain pour penser à utiliser du coton bio dans nos produits, ce qui commence à être plus loin que la recyclabilité. On commence à avoir une notion de supply chain étendue et puis une démarche, je dirais, positive, parce qu'en fait, nous, ça nous est extrêmement plaisir de développer des villages indiens, tout bêtement, hein, en dehors de tout indicateur. Mais ensuite, il a fallu qu'on convainque nos clients aussi. Et petit à petit, vous voyez cet écosystème qui commence à se mettre en œuvre. Alors, il y a un point là que tu soulèves qui est extrêmement important, qu'on avait soulevé la semaine dernière également, c'est qu'il en revient à l'entreprise de déterminer aussi les indicateurs, les enjeux de développement durable sur lesquels elle souhaite, je dirais, se focaliser. Donc là, tu as évoqué dans ton cas, dans le cas de cette entreprise que tu as accompagnée, l'enjeu de recyclabilité et la gestion de l'eau. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise de, évidemment, en se basant le plus possible sur des indicateurs tangibles de qu'est-ce qui cause aujourd'hui, quels sont ses plus gros postes d'empreinte carbone, évidemment. J'imagine que c'était donc ces 2 postes-là pour l'entreprise, mais c'est à l'entreprise de faire ce travail d'identifier les ESRS sur lesquels elle va avoir le plus d'impact pour ensuite se focaliser sur 1, 2, 3 plutôt que de chercher à tout couvrir et de le faire très mal. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important. Merci pour cet exemple-là qui illustre très, très bien un peu tout le cheminement par lequel il faut passer. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu viens mettre en avant, c'est pas tant l'injonction réglementaire qui a amené l'entreprise à se mettre en conformité et à commencer à mettre en place un tableau de bord extra-financier, c'est la recherche de financement. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un enjeu de plus en plus fréquent. C'est l'une des parties prenantes, je dirais, qui gravite autour de l'entreprise et qui attend de plus en plus d'exemplarité, et qui rend les entreprises, je dirais, contraintes de bouger. Donc, c'est les financeurs, comme ça peut être aussi les clients, comme ça peut être les actionnaires, comme ça peut être les salariés, bien entendu, de l'entreprise. J'en profite, avant de continuer sur mes questions, je vois qu'il y a une question dans le chat de Ziliox. Comment fait-on pour évaluer l'impact financier de façon plus concrète? Cet aspect me paraît un peu flou. Exemple du canon à neige que tu as cité tout à l'heure des stations de ski. Et comment le commissaire en compte va-t-il évaluer ce point? Alors, je commence par la deuxième question qui est primordiale. C'est un des points de la mise en œuvre d'une démarche CSRD. Vous l'avez compris, je le dis plusieurs fois, j'ai parlé de l'écosystème, de la supply chain, des sources d'approvisionnement. C'est une démarche qui ne peut qu'être collective, donc il faut s'intéresser beaucoup à son environnement. Et vous venez de citer le rôle du commissaire aux comptes. Donc en fait, au début de votre démarche, travaillez avec votre commissaire aux comptes. Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce rapport va devoir être validé au même titre que les états financiers. Donc, votre commissaire aux comptes va valider le bilan, le compte de résultat et votre rapport extra-financier. Il est donc utile de l'interroger au début de la démarche pour savoir comment il va s'y prendre. Et là, on constate assez vite que le commissaire aux comptes est comme nous, il est au début de la démarche, il est comme nous face à des textes multiples, il est comme nous face à des injonctions qui viennent de l'Union européenne qu'il faut digérer et s'approprier. Et donc, on va aller constater assez vite qu'il y aura une bienveillance l'an prochain. Mais bon, je ne m'engage pas à la place de votre commissaire aux comptes. Mais c'est intéressant de l'interroger au départ pour voir où il en est. Et aussi voir comment il va raisonner. Il peut y avoir des commissaires aux comptes très comptables qui vont vous demander les 80 indicateurs, tous remplis, et qui vont commencer à peut-être vous mettre une pression un peu stressante. Là, si vous êtes formé, si vous appliquez ce qu'on vous dit aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer en dialogue avec lui, commencer à lui parler de la taxonomie, de la nécessité de prioriser, lui souligner que c'est écrit en toutes lettres dans la norme européenne qu'il faut rester accessible aux entreprises et s'adapter à leurs contraintes. Donc, voilà, au départ, commencez par discuter avec votre commissaire aux comptes.
Là aussi, le commissaire aux comptes, le représente là comme étant un régulateur, un censeur, mais très, très souvent, les commissaires aux comptes sont des gens qui connaissent très bien l'entreprise, qui sont souvent votre plus proche conseiller. Donc, il va aussi pouvoir vous conseiller sur la première question, comment évaluer l'impact financier. Et cette question n'a pas de réponse générique dans un webinaire, parce que la question trouve sa réponse dans chacune des entreprises. Si on revient sur la station de ski dont qui l'illustre, en fait, c'est le codir de la station de ski qui va être le mieux à même de répondre. Lui sait ce que c'est qu'investir dans des remontées qui soient plus hautes et plus à 1500 mètres. Lui peut commander une étude pour l'implantation d'une piscine. Il va pouvoir raisonner en coût d'investissement, quand je parle de l'eau tout à l'heure, donc le coût d'investissement dans un barrage, dans des tuyauteries, ou en coût d'exploitation des canons à neige chaque année en termes d'électricité et de consommation de pièces. Et là, je n'ai pas de réponse. Mais en revanche, vous voyez qu'on va commencer à pouvoir prioriser. Sur les canons à neige, la question n'est pas tellement combien ça coûte. Honnêtement, j'en ai aucune idée là en vous parlant. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir si c'est le premier, le 10e ou le 45e poste du compte de résultat. Ouais. Et si c'est le 3e poste du compte de résultat, apparaît une nécessité de limiter leur usage à cause du développement durable, mais aussi à cause du coût. Et on commence à marier la vision économique et la vision écologique. J'espère avoir répondu. Super, merci beaucoup Jean. Une deuxième question, dans l'exemple que tu citais de l'entreprise que tu as accompagnée pendant 2 ans, Mathilde demande, est-ce que le CODIR, justement pour déterminer les 2 champs prioritaires, donc la recyclabilité et la gestion en eau, est-ce qu'ils avaient déjà à leur disposition un bilan carbone qui aurait été effectué au préalable ou est-ce que ça a été déterminé sans ce genre d'outil ? Non. Alors, pour en dire un peu plus, en fait, c'est une entreprise qui est implantée dans un bassin d'emploi en région parisienne et un bassin aussi de verdure, un poumon vert de la région parisienne. Les entrepreneurs, les 3 chefs d'entreprise sont issus de la ville. Et donc, depuis 2012, ils ont en permanence développé leur entreprise en disant « on ne veut pas polluer l'eau que nous buvons nous-mêmes ». C'était un peu leur leitmotiv. Ils étaient aussi très impliqués dans l'écosystème, donc à chercher à avoir de l'emploi local, travailler sur le niveau de non-emploi, parce qu'il est un peu élevé dans cette région. Ils sont aussi attentifs aux notions d'environnement. On fait du vélo ensemble dans les forêts de l'Essonne, donc on n'a pas tellement envie que les forêts soient polluées. Et donc, il y a depuis 2012 une très grosse attention à l'environnement, parce que on était naturellement sensible, mais on n'avait pas de dispositif pour le mesurer. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que quand on a mis en place le CSRD, qu'être naturel, c'est la meilleure solution, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des atouts énormes. Typiquement, dans cette industrie, on parle en litres d'eau consommés par kilo de produits, et la norme est de 8 litres d'eau par kilo de produit. Et cette usine produit naturellement avec 3 litres d'eau. Mais ce n'est pas pour répondre à la CSRD, c'est parce que depuis toujours, ils ont cherché à optimiser leur eau. Et c'est parce qu'on ne veut pas gaspiller l'eau, on y met du chlore, on y met des tas de choses qui ne sont pas bonnes pour les poissons, donc on essaie d'en consommer le moins possible. Il y a une première étape qui a été d'enlever le chlore, et une deuxième étape qui a été d'en consommer le moins possible. Pour ça, il y a eu des recherches qui ont été faites, les machines ont été optimisées, on a travaillé avec les fabricants eux-mêmes, et à la fin, on arrive à une entreprise qui est 3 fois plus performante que le standard du marché. Mais du coup, elle consomme 3 fois moins d'eau. Au prix de l'eau en région parisienne, ça a un impact énorme sur le compte d'exploitation. Donc on voit que tout est lié. Il y a un esprit à avoir, un reporting à établir pour mesurer les choses importantes, et puis derrière, des actions concrètes qui sont des optimisations de machines, des achats peut-être un peu plus chers en termes d'équipement, mais qui permettent de se rattraper en exploitation. Très clair, merci beaucoup Jean. On arrive à la fin de ce webinaire. Moi, j'ai une dernière question pour toi, très pratique. Donc, tu l'as dit, tu interviens auprès de nombreuses entreprises en tant qu'indépendant, en tant que consultant. Ton angle d'entrée initial était plutôt la partie financière. Donc, ton interlocuteur, ton interlocutrice, c'est le ou la directrice financière de la PME ou de l'ETI.
tu as en face de toi donc des personnes qui soit sont consultants, soit sont en poste ou souhaitent le devenir dans des métiers RSE. Quels conseils tu donnerais justement, notamment pour des personnes qui sont comme toi indépendants, pour commencer à accompagner leurs clients sur des sujets CSRD? Alors, tu as évoqué l'enjeu de se former, évidemment. Inutile d'aller toquer à la porte de ses clients pour leur dire je peux vous accompagner là sur la CSRD alors que vous êtes vous-même pas formé. Mais passer cette étape de formation, quel conseil tu donnerais pour se positionner? Est-ce que c'est la CSRD dans sa globalité? Est-ce que c'est certaines étapes qui te paraissent les plus pertinentes? Alors, j'élargirai à la RSE, et c'est donc pas la RSE dans sa totalité. Parce que la RSE dans sa totalité va inclure des bilans carbone, des bilans thermiques, des choses comme ça. Donc, vous pouvez vous mettre dans la RSE en totalité si vous êtes déjà un spécialiste d'un secteur. Je vais prendre l'exemple du BTP qui est très normé. Il y a des réglementations assez strictes en termes d'environnement dans la construction. Elles datent de 2018 à maintenant, au travers des décrets tertiaires notamment. Donc, si vous êtes sur ce secteur et si vous travaillez déjà sur ces normes, à ce moment-là, vous pouvez tendre à la CSRD assez facilement en partant de la RSE. En revanche, le chemin inverse, si vous êtes dans le contrôle de gestion ou dans les RH et vous voulez aller vers le développement durable, n'allez pas vers la RSE, ça va être trop vaste. Vous n'avez pas les compétences techniques et réglementaires. Donc, la CSRD est une bonne étape intermédiaire puisque c'est finalement un reporting, donc quelque chose d'assez atteignable. Ouais. Et pour l'aborder, il faut commencer par faire du droit parce qu'il y a énormément de textes et donc avoir une vision assez claire du droit européen, du droit français, de la manière dont ils communiquent l'un avec l'autre. Une fois que vous avez lu vos documents de droit, que vous avez exploré ces directives, il y a énormément de choses sont expliquées sur la démarche. Donc après, il suffit d'appliquer la loi, en fait. Oui, très clair. Et de façon pratique, est-ce que tu penses que en tant que consultant, en approchant des clients sur la CSRD, est-ce que tu as entre guillemets des conseils de fin de webinaire pour très très factuellement démarcher, prospecter des clients, soit dans la base de clients que j'ai déjà ou une base à développer? Est-ce que tu recommandes par exemple d'aller sur LinkedIn et de contacter des directeurs financiers d'entreprise pour les inviter à travailler ensemble sur la mise en conformité CSRD? Quels conseils pratico-pratiques tu donnerais? Alors, la CSRD est un enjeu d'entreprise, donc il vaut plutôt aller au contact des DG, bien penser à s'adresser aux directions générales, tout en ayant en tête que souvent c'est le contrôle de gestion qui est à la manœuvre, de plus en plus. Donc, effectivement, il faut penser aux deux. Le DG est le sponsor de la démarche. Ensuite, souvent, c'est le directeur financier ou le directeur de contrôle de gestion qui va être à la manœuvre. Communiquer sur LinkedIn, pourquoi pas, communiquer dans la presse aussi, si vous avez un accès à de la presse, qui peut être la presse locale, de la presse par secteur, c'est important. Je recommanderais aussi d'être collectif, donc de réfléchir dans un collectif. C'est ce que nous faisons autour de toi, Christophe, avec d'autres consultants, parce que les forces des uns et des autres s'additionnent. Certains vont être plus forts sur les outils, d'autres sur la réglementation, un troisième sur la mise en œuvre, un quatrième sur la stratégie. Et puis aussi de partir de vos propres forces. Donc si vous êtes des experts en stratégie, commencez à introduire de la CSRD, du développement durable dans votre stratégie. Si vous êtes un expert en RH, commencez à penser dans l'ESR, le SR2, à ces 12 champs et les 6 champs de droite, donc ceux qui concernent le corps social. Si vous êtes dans le contrôle gestion, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, dedans, il y a le mot reporting, ça on sait faire. Développement durable, on ne connaît pas, on a étudié le droit, mais reporting, on sait faire. Donc, partez de vos forces actuelles. Super conseil. Merci beaucoup, Jean. On arrive donc au bout de ce webinaire. Un grand merci à toi pour ton témoignage. Je lis les commentaires tous très satisfaits de la clarté des propos. Donc, un immense merci à toi. Et pour toutes les personnes qui nous ont suivis, merci aussi de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions à Jean, il est évidemment contactable sur LinkedIn. Et si vous souhaitez vous former sur les sujets CSRD, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, notre première promotion de notre nouveau programme CSRD démarrera en janvier. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez demander un rendez-vous sur notre site Join Indigo. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse journée et à très bientôt pour parler CSRD.